Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Aujourd'hui, France Culture consacre une journée d'antenne aux mouvements sociaux, aux différents mouvements sociaux que connaît la France actuellement. Et tout d'abord, nous allons nous pencher sur le mouvement social lié à la réforme des retraites. J'ai invité un économiste pour en parler. Daniel Cohen, bonjour. Vous dirigez le département d'économie de l'École normale supérieure et vous êtes également directeur du Centre pour la recherche économique et ses applications. Tout d'abord, débuter avec vous pour tenter de comprendre quel lien il peut y avoir entre l'économie, les grands équilibres et cette réforme qui doit être faite, nous dit-on, à tout prix. Pourquoi faut-il la faire ? Et tout d'abord, donnez-nous votre regard sur cette réforme telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement. Mais écoutez, d'abord, je pense, pour reprendre d'ailleurs la formule de l'un des auteurs qui a contribué à rédiger ce projet, ce programme, que c'est un immense gâchis. La réforme des retraites, au fond, pourquoi était-elle souhaitable ? Elle était souhaitable parce que un très grand nombre de Français ne se sentent pas rassurés par le système actuel. La seule vraie motivation, je crois, à cette réforme, elle était de créer quelque chose qui ne soit pas une source d'anxiété auprès d'une écrasante majorité de Français, alors même que les ressources ne sont pas manquantes, qu'elles sont stabilisées dans le temps et qu'il n'y a plus de crise systémique des retraites en France, comme peut-être il y en avait encore lorsque Michel Rocard a fait rédiger son livre blanc. Au lieu de s'engager dans une voie qui consiste brique par brique à corriger le système de manière à le rendre plus rassurant, le gouvernement a réussi ce tour de force à le rendre plus anxiogène que le précédent. Donc il y a quelque chose dans la stratégie du gouvernement, dans ses intentions peut-être, qui est profondément à rebours de ce qui aurait été nécessaire pour accomplir une réforme qui, je crois, aurait pu tout simplement donner plus de protection, de réassurance aux Français qu'au lieu de créer quelque chose qui aujourd'hui est déstabilisant. Le mouvement social en témoigne. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre la période où Michel Rocard disait qu'il y avait urgence pour les retraites et la période actuelle, Daniel Cohen, le fait de dire que le système n'est pas en péril est en soi une information ? C'est une information que répète le COR, le Centre d'orientation des retraites, à court de rapport depuis maintenant plusieurs années. Quand Michel Rocard a commandé ce livre blanc et qu'ensuite Édouard Balladur a commencé à réformer le système, on reviendra sur cette première réforme qui est peut-être la mère de beaucoup d'incompréhension et au fond peut-être d'erreurs ensuite. Mais en toute hypothèse, quand ces réformes ont commencé, il y avait le risque macroéconomique d'une hausse très importante de la part des retraites dans la valeur ajoutée. Je dis risque entre guillemets, c'est un débat de société, mais en tout cas le constat était là que le système de retraite n'était pas à l'équilibre au moment où ce rapport a été fait. Aujourd'hui, toutes les prévisions du corps, il en fait plein selon des hypothèses de croissance, etc., de chômage, montrent que le système est stabilisé. En fait, à horizon de 2070, qui est le bon horizon pour réfléchir à la stabilité d'un système de retraite, dans 3 scénarios sur 4 faits par le corps, la part des retraites dans la valeur ajoutée, dans le PIB, dans le revenu total, baisse. On est un peu au-dessous de 14% aujourd'hui dans tous les scénarios. Il descend, dans certains cas, je n'ai plus le chiffre en tête, mais jusqu'à 12,5. C'est-à-dire qu'on est en réalité de l'autre côté de l'équation qui se posait dans les années 90, en fait, d'une certaine manière, on est en train de réaliser qu'on a sans doute surréagi à la menace, encore une fois, entre guillemets, d'une hausse de la part des retraites. Au point d'ailleurs que, au fond, la question est plutôt dans le pilotage à venir. On a des marges pour faire mieux que ce qui est annoncé et sans doute revaloriser davantage les retraites que ce qui est aujourd'hui inscrit dans les réformes qui ont été faites. Donc on n'est pas du tout dans l'anxiété qui pouvait exister et c'est pour ça, mon point de départ, qu'il était venu le temps de rassurer les Français et de leur donner un système qui leur donne plus de garanties au lieu que de chercher, comme on le fait avec la façon dont ce débat a été engagé, à accroître l'anxiété à l'anxiété de départ. Bon, mais alors restons un peu sur ce rapport du corps du Conseil d'orientation des retraites. Celui-ci évoque qu'à l'horizon 2025, il y aurait un déficit équivalent, alors entre la fourchette et large, 7,9 et 17,2 milliards d'euros. Vous considérez que cette somme n'est pas une somme importante rapportée au PIB ?
Non, je pense surtout que c'est une somme en partie fictive. Ce rapport du corps qui a été commandé pendant l'été par le gouvernement et lui-même, Vous voulez dire qu'il a été commandé à charge? le rapport du Oui, oui, corps mais a été commandé par le gouvernement. oui, bien entendu, mais vous voulez dire que Et alors qu'on venait d'en avoir un en juin. Donc c'est un rapport qui vient juste après le rapport dont les conclusions donc principales. rapport à charge qui est censé Pas à charge, montrer parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Non, pas à charge, parce que je pense que le corps est très très prudent. Quand on le lit, le rapport, il y a en effet un déficit qui est annoncé, je vais y revenir, mais la manière dont ce déficit est présenté est très prudent et surtout très explicite sur les raisons pour lesquelles ce déficit apparaît. En fait, l'origine de ce déficit à horizon de 2025, pour l'essentiel, il faudrait rajouter d'autres dispositions que le gouvernement a prises, comme la désocialisation des heures supplémentaires, qui fait qu'il y a moins de recettes dans les caisses du système de retraite à cause de décisions qui ont été prises par le gouvernement, ce qui est quand même un peu un comble de vider les retraites de ressources et de dire ensuite qu'il y a un déficit. Bon, mais c'est relativement secondaire par rapport au fait majeur qui explique ce déficit et qui est que dans ses prévisions, le corps, prenant au sérieux les hypothèses qui lui ont été communiquées par le gouvernement, fait baisser la masse des salaires dans la fonction publique, des fonctionnaires, de 12% à 9% des revenus totaux. Donc il y a une perte de masse salariale du côté des fonctionnaires. Ça veut d'ici dire à 2025? d'ici à 2025, de 12 donc à c'est 9%. les fonctionnaires seront ravis de Sont l'apprendre. ravis à cause de la croissance supposée du PIB, à cause des hypothèses qui sont faites sur le point d'indice, à cause des hypothèses qui sont faites sur le quantum de personnes travaillant. Alors le rapport... Des hypothèses très peu prudentes. Alors, il y avait une réduction de 120 000 fonctionnaires, il y en aura moins, c'est acté dans le rapport. Il y a une croissance qui va se faire sur fond de stabilité de l'évolution des salaires dans la fonction publique. On arrive à cette conclusion. Je suis heureux que vous soyez étonnés de ça, parce que c'est ce que tous les commentateurs ont souligné. À la base de ce rapport, il y a une hypothèse défavorable sur l'évolution des salaires dans la fonction publique. Comme les fonctionnaires, on l'oublie parfois, cotisent pour leur retraite, ça fait un manque à gagner pour les caisses pour le système de retraite. Donc on voit qu'on est dans quelque chose d'absurde, de supposer que le gouvernement demain matin abolirait la fonction publique. Vous, moi, hop, on est évaporé. Ça ferait 12% de salaire en moins à payer, ça voudrait dire un excédent budgétaire de 12%. Et il y aurait ensuite un comptable qui viendrait dire « Ah ben il n'y a plus de fonctionnaires pour payer les anciens fonctionnaires, donc il faut que les autres travaillent plus ». Bien sûr que non. Le gouvernement ferait des économies, entre guillemets, à proportion de la disparition de ces fonctionnaires. Ce serait à lui d'assurer la solidité du système de retraite des fonctionnaires qui, dans mon cas d'école, ne se seraient pas évaporés dans ce même coup de baguette magique. C'est exactement la réponse de bon sens. Le gouvernement va faire des économies d'un côté. Une partie de ces économies devrait être restituée au système de retraite, car il est garant de la retraite de ses propres fonctionnaires, en toute hypothèse, dans l'ancien régime. Et le rapport tourne autour de ça. Il fait plein d'hypothèses sur la manière d'imputer au gouvernement une responsabilité. Et selon ces hypothèses, on a vos fameux 8 ou 17 milliards. Donc c'est quelque chose de parfaitement fictif. Et encore une fois, dans tous les scénarios qu'envisage le corps à horizon 2025, la part des retraites, des dépenses ne bouge pas. Il s'agit d'un manque à gagner lié en partie à l'évolution des salaires dans la fonction publique. Si demain matin, le gouvernement décidait d'indexer, à Dieu ne plaise, la masse salariale dans la fonction publique sur celle du secteur privé, il n'y aurait plus de problème. Donc on voit qu'on est dans quelque chose de très artificiel. Il faut arrêter de dire encore une fois qu'il y a un problème. Le point de départ, y compris de ceux qui ont inscrit dans le programme présidentiel cette réforme des retraites, c'était de dire, et c'est aussi la manière d'ailleurs dont Laurent Berger en parle, le problème, Rocard, 90, il est réglé, essayons de réfléchir à construire un meilleur système et non pas un système qui vise, comme l'a dit François Fillon et qui a circulé en boucle, voilà, le poison que le gouvernement a fait entrer, c'est cette idée, mais qu'on ne peut pas réfuter, puisqu'il lui-même en est l'avocat, que c'est une manière de faire des économies. Ça n'est pas du tout le but d'une réforme souhaitable, si, encore une fois, on veut rassurer les Français. Alors attendez, parce que j'ai trouvé encore plus anxiogène que le rapport du corps, le rapport d'un institut, l'Institut Molinari, qui est un institut très libéral. Et alors celui-ci dit la chose suivante: en 60 ans, les dépenses de retraite ont triplé en France suite au vieillissement. En 59, on comptait 0,24 retraités
par actif et la collectivité dépensait 5% du PIB au titre des pensions. Et aujourd'hui, comme vous le rappelez, on est aux environs de 14%. Et alors, ce qui est intéressant dans ce rapport Molinari, et dont on retrouve d'ailleurs certains chiffres dans l'allocution du Premier ministre, c'est qu'il dit par exemple, en 2017, il y avait 0,74 retraités par actif. Expliquez-nous, Daniel Cohen, comment cela ne peut pas être un problème, puisque de manière intuitive, mais parfois l'intuition nous joue de très mauvais tours en économie, de manière intuitive, on se dit qu'il y a une diminution du nombre d'actifs par retraité, et cela ne peut pas ne pas poser de problème de financement. Bien, je comprends que ça vous étonne, mais c'est pourtant le cas. Ce qui est derrière ça, il y a d'abord deux horizons. L'horizon 2025, le ratio actif-inactif ne va pas évoluer. On va passer de 1,7 à 1,6. Donc l'horizon 2025 n'est absolument pas expliqué par ça. En sachant que toutes les réformes qui se sont multipliées, depuis Balladur, Fillon, Woerth et la réforme Touraine aussi, ont contribué dans une grande mesure déjà à remonter le taux de la population active de plus de 60 ans. Donc on a déjà engagé en réalité un profond correctif. À horizon de 2070, en effet, ce qui rend les choses un peu bizarres, c'est que dans le système actuel, les retraites, une fois qu'elles sont liquidées, ne sont plus indexées sur les salaires. Donc vous avez un taux de remplacement, vous allez vivre une trentaine d'années. Le taux de remplacement, C'est-à-dire combien vous allez gagner de pension relativement à vos salaires antérieurs, au dernier salaire, la moyenne, ce que vous voudrez, peu importe. Et à partir de là, ça suit l'inflation et non plus la croissance du PIB. Donc, il faut expliquer en quoi des effets très différents suivent l'inflation. Voilà, donc quand ça suit l'inflation, ça veut dire en pratique corrigé pour une inflation qui, là, en toute hypothèse, est de plus en plus faible. Vos pensions restent plates, n'évoluent plus à partir du moment où vous les avez liquidées, alors que la masse salariale, qui elle détermine le quantum de cotisation, continue de croître. C'est ce mécanisme qui était au cœur de la réforme Balladur qui explique cette stabilité, ce qui fait qu'en moyenne, ce qui est prévu en effet, c'est un appauvrissement relatif des retraites relativement aux actifs. Ça pose des problèmes et la réforme, là, vise à la corriger en partie, puisque, quand vous prenez votre retraite, le fait que la retraite suive l'inflation, vous travaillez plus, vous avez un niveau de remplacement, et c'est ça qui est le plus important, c'est combien vous gagnez le lendemain du jour où vous arrêtez de travailler relativement aux revenus que vous aviez avant. Mais après que pendant quelques années ce soit plat, c'est pas gravissime. En revanche, quand vous vieillissez vraiment, en fait, vous vous en rendrez compte, Guillaume, avec vos parents peut-être, en tout cas c'est le cas pour moi avec ma mère, que ce qui compte, c'est de pouvoir payer des personnes qui vont s'occuper de vous. Et là, l'indexation sur le salaire des personnes qui vont éventuellement servir de garde-malade ou d'aide-soignant est très importante. C'est pour ça que le système actuel dysfonctionne, mais c'est aussi l'explication des raisons pour lesquelles il n'est pas en péril au niveau strictement macroéconomique. Alors, toujours parmi les inquiétudes qui ont été, à mon sens, au cœur de la démonstration de Matignon de ce discours qu'a fait Édouard Philippe la semaine dernière, les retraites absorbent une part de plus en plus importante des dépenses publiques. Elles représentent aujourd'hui 48% des dépenses des administrations de sécurité sociale. Bref, elles sont aussi au cœur de 59% de la progression des dépenses et des déficits publics de 1959 à 2017. Je reprends toujours les chiffres de l'Institut Molinari. Bref, le discours de Matignon consiste à dire si vous continuez à payer autant pour les retraites, ça sera de l'argent en moins pour l'éducation, pour les hôpitaux. Qu'en pensez-vous, Daniel ? C'est le malentendu qui explique pourquoi cette réforme des retraites, est profondément impopulaire. C'est le théorème Fillon. En fait, on est en train de construire un mécanisme qui vise en réalité à faire des économies. Et pourquoi cette réforme est complètement à l'opposé ? Je repense à la CFDT et à ceux qui ont soutenu cette réforme, à l'opposé de l'intuition première qui était « nous n'avons plus de problèmes en masse ». Créons un système qualitativement meilleur. Si à chaque ligne, à chaque mot, à chaque déclaration, le gouvernement revient sur l'idée que le système est stabilisé, reste dans l'idée qu'il faut faire des économies, alors oui, du coup, il arrête. Mais pourquoi c'est mal de faire des économies ? Mais c'est mal de faire des économies quand ça n'est pas, nécessaire, quand ça ne fait pas partie du programme présidentiel lui-même. Dans le programme présidentiel, il était écrit... On peut changer d'avis. On peut tout à fait changer d'avis, mais à ce moment-là, il faut un nouveau mandat pour le faire. Vous vous rendez bien compte que réformer les retraites, c'est pratiquement la réforme la plus importante qui puisse exister. Ça concerne
tout le monde. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de on va réformer, j'en sais rien, l'impôt sur même les cigarettes et tout ça. C'est pas ça. C'est quelque chose de fondamental. Donc il faut un contrat clair. Et je pense qu'en réalité, dans cette histoire, le gouvernement a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a voulu, à l'occasion de cette réforme, qui devait être encore une fois, à mon avis, simple, on en reparlera, mais juste en un mot, il y a eu au début de l'année une réforme qui a conduit à la fusion des régimes Agirc-Arrco, c'est-à-dire des régimes de retraite complémentaires pour les cadres et les autres. Donc tout ça a été fusionné et c'est déjà un régime par points. Il y a un régime général qui n'est pas articulé à ce régime complémentaire. Ce sont deux logiques différentes. C'est ça qui inquiète profondément les Français. Bon, je ne vais pas reprendre toute la construction d'une réforme imaginaire, mais je crois qu'il fallait partir de là, de dire réintégrons le régime général et le régime des retraites complémentaires, uniformisons les choses pour que vous sachiez à tout moment, parce qu'il y a un régime unique, combien vous allez toucher quand vous serez à la retraite. Et ensuite, prenons les indépendants et les professions libérales qui ont des régimes particuliers, articulons-les. On n'est pas obligé de fusionner. D'ailleurs, le gouvernement, au début, voulait faire une fusion totale. Il a compris que ça n'avait pas de nécessité pour que vous puissiez être dans le privé, puis profession libérale, puis indépendant, sans rupture. Donc tout ça faisait La question un gros qu'on appelle paquet. en jargon la question des polypensionnés, qui est une question problématique. Exactement. Et le point de départ devait être cette attention aux polypensionnés, parce que c'est eux qui sont en effet perdus dans les dédales, et il y en a beaucoup. Pourquoi c'est problématique d'être polypensionné ? Parce qu'on ne sait pas, vous pouvez commencer votre carrière dans la fonction publique en étant médecin hospitalier ou infirmier à l'hôpital, vous allez ensuite être profession libérale, vous allez vous mettre à votre compte, encore une fois, infirmier ou médecin, et puis vous pouvez tout à fait terminer votre carrière comme salarié d'un grand groupe médical ou de santé qui va vous embaucher. Vous avez à ce moment-là une carrière complètement hachée, vous êtes perdu, et il y en a 30% qui sont comme ça. Donc, avec un système englobant pour le secteur privé, on arrivait déjà à rassurer beaucoup de monde sans avoir besoin de faire des économies. Il s'agissait juste d'uniformiser les règles, de le rendre plus équitable aussi au bas de l'échelle de la distribution. Et pour le secteur public, qui est au fond le gros morceau. Ce qui compte, c'est les polypensionnés du public et du privé. On n'a pas. Qu'est-ce que ça peut faire que quelqu'un qui va être instituteur toute sa vie, de toute façon, il a un contrat de travail différent des autres parce qu'il est fonctionnaire. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit harmonisé sur celui du privé ? Ce qui compte, c'est les polypensionnés, ceux qui commencent peut-être dans le public et qui vont aller dans le privé. Et là, c'était très simple de faire une réforme avantageuse. On dit à la fin de votre carrière, vous choisissez celui des deux régimes qui est le plus favorable. Et là, on avait une réforme rassurante, qui aurait été applaudie par tout le monde. Il n'y avait pas besoin de faire peur. On gardait les instruments de pilotage d'Agirc-Arrco qui se sont révélés assez bons finalement. C'est des gestions paritaires, il n'y a jamais eu de déficit. Et on avait un beau paquet cadeau qui rendait les gens heureux. Au lieu de ça, on fait ce que vous venez de décrire, des angoisses à répétition sur la solvabilité du régime. Bon, il va quand même falloir que vous nous prouviez dans quelques instants, aux environs de 8h20, Daniel Cohen, en quoi une retraite par points peut ne pas être anxiogène, parce que les points, la notion de points, on l'a entendu, inquiète une partie des Français. On va continuer toute cette journée sur France Culture d'évoquer les mouvements sociaux qui aujourd'hui sont présents en France, leur logique et leurs origines. On se retrouve, Daniel Cohen, dans une vingtaine de minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, on continue d'analyser cette réforme des retraites et la question plus généralement des retraites en votre compagnie. Daniel Cohen, vous êtes économiste. Votre point de vue à ce que vient de dire Stéphane Robert sur les marges de négociation de part et d'autre pour tenter de trouver un accord sur ce projet de réforme des retraites ? Non, mais je pense comme il a été dit, que la question qui se pose autour de cette obsession du gouvernement sur l'âge pivot à 64 ans, qui contredit dans tous les sens possibles ce qui était l'esprit de cette réforme, qui était d'avoir des points qui vous permettent en gros de partir quand vous estimez que vous en avez assez, et notamment pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, et notamment parce que c'était aussi la ligne rouge de la CFDT, cette obsession du gouvernement à vouloir faire des mesures d'économie, alors même on l'a vu qu'elle n'était pas indispensable et que surtout elle heurtait l'esprit et les supporters de cette réforme. La question en effet, c'est est-ce que c'est de l'aveuglement absurde ou est-ce qu'il y a une forme de cynisme, de calcul, de créer, comme vous l'avez parfaitement bien dit, j'y ai pensé aussi, un abcès de fixation qui fasse qu'on ne parle plus
que de ça pour permettre ensuite de faire des concessions là et où on a décidé qu'on pouvait en faire. C'est vraiment la grande question et accessoirement, dans quelle mesure tout ça n'a pas été pensé à l'avance, y compris dans le déroulement. Et ayant dit ça, et à supposer que ce soit un calcul cynique, je pense quand même que ce serait une erreur de la part du gouvernement. D'abord parce qu'il a montré que la manière dont le pilotage de la retraite se ferait à l'avenir serait dans les mains du gouvernement. Ce qui est prévu, c'est une consultation des partenaires sociaux, mais un vote devant le Parlement, ce qui veut dire un projet de loi. Aujourd'hui, le régime Agirc-Arrco, qui est à point aussi et qui est beaucoup moins inquiétant que ce qu'on annonce, il est géré paritairement par le patronat et par les syndicats, ce qui veut dire qu'il y a une réassurance. On voit ce qu'il faut faire. Quand il y a une crise, on peut augmenter les cotisations, par exemple. On peut moduler toutes ces évolutions parce qu'il y a un pilote dans l'avion. Là, ce qu'on est en train de nous annoncer, c'est que le pilote, ça sera peut-être dans 10 ans un autre Édouard Philippe qui, lui, ne fera pas ce calcul, aura décidé, pour toutes sortes de raisons, de faire des économies. Donc je crois qu'il a quand même, à supposer qu'il ait le cynisme que vous lui imputez, une forme d'aveuglement aux conséquences de ce qu'il a produit avec ce jeu, à supposer qu'il soit tactique, ça ne me rassure pas si demain la clé de tout ce nouveau dispositif qui engloberait tout le monde sera entièrement dans la main du gouvernement face à un Parlement qui, par hypothèse, lui serait acquis. Au contraire d'une situation aujourd'hui où c'est beaucoup mieux régulé parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui peuvent peser dans un sens ou dans un autre. Mais le cynisme, l'autre nom du cynisme, c'est peut-être tout simplement la politique. Ce que vous venez de dire, Daniel Cohen, et dans la première partie également de cet entretien, c'est que finalement, c'est une réforme politique qui repose sur des biais idéologiques, alors qui ne sont pas les vôtres, on l'a entendu, mais qui peuvent être celui, par exemple, d'un électorat de droite dont Emmanuel Macron s'est rapproché, ou bien, ça c'est une autre hypothèse que l'on peut lire, par exemple, dans le Canard enchaîné, le poids d'Édouard Philippe de Matignon, avec une politique traditionnellement de droite dans cette réforme des retraites. Si c'était le cas, encore une fois, je pense que du point de vue d'Emmanuel Macron maintenant, ce serait une deuxième erreur. La première, c'est d'avoir instillé le doute sur la stabilité de ce système, y compris dans ce jeu un peu cynique sur les 64 ans. La deuxième, c'est que, ayant créé ça, et il faudrait parler de la fonction publique et des régimes spéciaux, puisque c'est la grande victime, au fond, de cette réforme. S'il ne s'était agi que de réformer le secteur privé, je pense, encore une fois, avec ce qui existe, qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et de manière beaucoup plus rassurante. Mais en fait, on a voulu inclure aussi l'ensemble de la fonction publique, alors même qu'elle ne demandait rien, étant dans un système qui est rassurant parce que son contrat de travail est déjà lui-même en amont différent des autres. Si on crée une contestation et de la rancœur quand l'heure des règlements se fera, avec tout ce groupe qui sont les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent dans les universités, après avoir créé une formidable rancœur l'année d'avant avec tous ceux qui n'appartiennent pas à ce monde, les gilets jaunes, qui au contraire vivent loin des centres-villes, qui sont en réalité le décalque inverse de ceux qui manifestent aujourd'hui, ça voudra dire qu'on aura deux France qui font peut-être chacune 25%, peut-être un peu plus, qui s'ajouteraient et qui seraient dans la rancœur de ce gouvernement, à savoir d'une part ceux qui sont les perdants des services publics parce qu'ils vivent dans des territoires où les services publics au fond ne vont plus ou de moins en moins, et de l'autre côté ceux qui sont dans les services publics et qui sont aussi frustrés par les évolutions contemporaines. Donc ça ferait deux gros blocs qui pourraient au fond, s'unir un jour dans un tout sauf Macron qui n'a pas fonctionné à l'élection de 2017. Donc il y a quand même ce risque de rétrécir la base de ceux qui pourraient le rejoindre dans un éventuel deuxième tour face à une éventuelle Marine Le Pen. Donc là encore, je trouve qu'on joue avec des allumettes et c'est le moment où la politique nous révèle son pire visage, c'est-à-dire faire des calculs en alliance au lieu tout simplement de viser le bien public. C'est là, je crois, ce qui se paiera éventuellement cher. J'espère pour ce gouvernement qui saura retrouver la voie de la raison, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait explosif dans ces manipulations d'opinion, si en effet, comme vous le dites, c'est bien ça dont il s'agit. Daniel Cohen, dans la première partie de cet entretien, vous évoquiez un système de retraite idéal qui ne doit pas être anxiogène. Là, on ne peut que vous suivre. Dans quelle mesure un système par points n'est pas aussi anxiogène, puisque dans les manifestations, on a entendu notamment
que la valeur du point n'était pas fixée, que ce qu'une loi faisait, une autre pouvait le défaire. Expliquez-nous en quoi ce système-là offrirait des garanties aux futurs pensionnés. Alors, le point de départ, encore une fois, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est le système actuel. Donc, je reviens sur le secteur privé, parce qu'encore une fois, je ne vois pas de raison dirimante de changer le système public, sauf à faire attention aux polypensionnés à qui on pourrait offrir un régime particulier. Les polypensionnés, il faut le rappeler, ce sont... C'est-à-dire les gens qui vont par exemple passer du public au privé, peut-être salariés ou profession libérale, et vis-à-vis d'eux, qui représentent un tiers des Français, il y a un vrai devoir de mise en sécurité du système, et on peut le faire en tant que tel, en leur disant vous commencez dans le public, vous finissez dans le privé, à la fin de votre carrière, choisissez le régime le plus favorable, ce sera souvent le privé, parce qu'ils auront passé l'essentiel du privé, de leur carrière dans le privé, mais si à l'inverse vous êtes cadre et que vous redevenez à la fin, ou vous devenez à la fin de votre carrière enseignant, il faut trouver un système qui soit le meilleur des deux, vous amenez vos points, vous voyez comment ça se fait, c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui aurait été là encore une fois rassurant. Je reviens sur la question des points. Le régime actuel Agirc-Arrco, qui couvre quand même à peu près 40% en moyenne des retraites des personnels du privé, il est par points. Encore une fois, il est rassurant parce qu'il est piloté. Il est piloté par des partenaires sociaux qui savent faire constamment l'équilibre entre ce qui relève des cotisations. On a vu d'ailleurs que Laurent Berger en a appelé à des hausses des cotisations. Si le problème, c'est que, non pas les dépenses explosent, mais les rentrées faiblissent, c'est normal d'augmenter les cotisations, et c'est le cas de figure dans lequel on est. Et puis, il y a un socle, c'est le régime général, qui lui ne fonctionne pas par points, c'est des annuités. Moi, mon système idéal, mais enfin franchement, qui n'est pas besoin d'être Einstein pour y réfléchir, c'est de fusionner les deux avec un socle ferme, qui pourrait être 90% du SMIC, je ne sais pas, et puis, après, une pente bien calculée où les points s'ajoutent à ce socle qui vous est donné par le régime général. À ce moment-là, on est presque dans le système actuel, un socle et des points, mais c'est rassurant parce qu'on connaît le socle, il évolue peut-être comme le SMIC, et puis on connaît la valeur du point qui vient s'ajouter aux autres, et tout le monde, enfin dans le secteur privé, les professions libérales et autres, peuvent s'agréger à ça, ils accumulent des points qui leur donnent un delta. Alors ça ne serait pas la même pente, évidemment, par rapport au régime général. Je donne cet exemple, mais on peut en imaginer beaucoup d'autres, et surtout ce qui est important, par rapport au système que le gouvernement est en train de mettre en place, c'est-à-dire on a un plancher à 1 000 € pour ceux qui ont leur cotisation, c'est que si vous avez cotisé de manière à être à 1001, vous avez que 1001. Si vous avez cotisé de manière à 999, vous perdez tous vos points. C'est complètement idiot. Il faut que tous les points aient de la valeur, mais que ce soit lissé par rapport à un socle. Là, je pense, je vous regarde comme si vous étiez l'arbitre en l'occurrence, mais je pense que ce serait rassurant. Regardez Stéphane Robert. C'est Stéphane Robert, là, voilà. Mais je pense que ce serait rassurant parce que ça n'est pas très éloigné du système actuel. On aurait des garanties sur la base, on aurait des garanties sur le pilotage du point, et chacun pourrait voir où les choses conduisent. Encore une fois, c'est quasiment le régime actuel. Mais là, on donne l'impression qu'on saute du 5e étage sans parachute. Et encore une fois, cette manœuvre sur comment je vais mettre le système à l'équilibre en travaillant plus ou en réduisant la valeur du point a créé une anxiété totalement inutile par rapport à ce qu'aurait été une consolidation simple du régime actuel. Alors le gouvernement, lui, évidemment, ne serait pas d'accord avec votre présentation des choses, Daniel Cohen. Notamment, il évoque ce plancher, un plancher de 1 000 € pour les retraites. Est-ce que ça, c'est au moins un acquis social ? Oui, c'est un acquis, puisque là, on sait qu'on aura 1000, mais encore une fois, c'est bizarrement fait, puisque toute la démonstration du gouvernement, c'est tous les points compteront. Non, ça ne comptera pas pour ceux dont la valeur cumulée des points vous amène en dessous de 1000. Pourquoi est-ce que toutes ces cotisations ne servent à rien? Encore une fois, il faut que tous les points, je me place maintenant dans le régime, dans le logiciel intellectuel du gouvernement, tous les points comptent, mais on fait un système lissé. Vous avez un socle, les points comptent, avec quelque chose d'un peu dégressif pour vous amener de 1000 dans votre exercice, peut-être à 1005. Et là, on aurait des taux de remplacement, c'est-à-dire combien vous gagnez en pension relativement à vos retraites, qui auraient été bien mieux lissés que le système un peu chaotique qui ajoute au fond de la complexité qui est en train de se mettre en place. Et là, qui pourrait être contre ça? C'est le système actuel, mieux lissé, intégré, unifié, avec un pilotage, celui des partenaires sociaux, pour les points, mais qui, dans mon système, ne constituerait qu'une partie de la retraite, parce que ce serait bien calé sur ce socle, à 1000 si vous voulez, à 90% du SMIC, et donc pourrait prévoir l'évolution au cours du temps. 85% là en l'occurrence. Voilà exactement, mais on peut faire un peu mieux, enfin peu importe, ça fait partie des paramétrages à Qu'est-ce trouver. qu'il faudrait faire selon vous? Parce qu'il y a aussi tout le volet sur l'équité du système, et c'est a priori cela qui devait guider cette réforme. On a présenté une réforme équitable avec la fin des régimes spéciaux, présenté donc comme étant un régime universel. Ça par exemple, est-ce que c'est un pas vers un système qui vous paraîtrait
plus équitable. Alors, Daniel Cohen. et l'équité, c'est un terme qui m'agace depuis le début, parce que quand on dit ce système est équitable, parce qu'au fond, il est universel, en fait, il est homogène, c'est une règle de 3. En fait, en quoi est-il équitable de demander à un enseignant, à un instituteur, de perdre de la retraite au motif qu'il sera équitablement traité comme un salarié du privé, alors que, d'une certaine façon, toute sa carrière est en deçà de celle du privé, à cause de l'idée qu'il a la sécurité de l'emploi et la sécurité de la retraite. Alors si on lui enlève la sécurité de l'emploi et de la retraite, pour aller jusqu'au bout de ce raisonnement, on pourrait dire que c'est équitable, et en réalité, ça serait profondément injuste. En fait, équité, c'est le faux nez qui a permis au gouvernement de s'attaquer aux régimes spéciaux. Et c'est ça, une des parties de la crise. C'est-à-dire que là, on parle d'un système idéal, on peut se mettre d'accord, qui aurait concerné le secteur privé, mais en réalité, le gros des transformations qui est produite par cette réforme, c'est le secteur public. Et là, on est rentré d'abord dans un sketch qui rejoue 95. On va expliquer que les cheminots, la RATP, sont des rentiers du système. Bon, très bien, allez leur expliquer, puis on verra au bout de combien de jours de grève vous serez obligé de dire que finalement, c'est pas si grave, sachant que les cheminots, il y avait déjà eu une réforme l'année dernière, dite du grand-père. On se demande pourquoi on a rajouté de la braise sur le feu, et sachant qu'en plus, on ouvre la SNCF à la concurrence, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un acharnement contre ces malheureux cheminots qui est en train de se payer aujourd'hui. Mais je reprends maintenant plus simplement les enseignants. Tout le monde sait que les enseignants seraient les grands perdants de ce régime parce qu'ils n'ont pas de prime. Ils n'ont pas de prime, et au lieu d'avoir une pension, une retraite qui est indexée, qui vaut 75% de leur dernier salaire, on l'indexerait sur la totalité de leur carrière, et les carrières commencent souvent très bas dans la fonction publique. Il faut savoir par exemple qu'un chargé de recherche niveau 2 au CNRS, qui peut être à bac plus 10, qui peut avoir fait les études les plus brillantes, il commence à 1 700 € net aujourd'hui. Bon, donc la raison pour laquelle ce système tient, et encore, c'est qu'on lui promet des progressions rapides. Là, si je reviens dans un système de retraite où c'est la moyenne de tout ce qu'il a gagné au cours de sa vie, on perd un des attraits, très faible, mais un des attraits de ce système. Alors on explique, non, on va revaloriser les enseignants pour revenir au système de retraite actuel. Mais on est chez les fous. Si c'est pour revenir au système actuel, revaloriser les salaires des enseignants, c'est très bien. Mais pourquoi faudrait-il abolir le système actuel en réalité pour y revenir? On voit que là, il y a beaucoup d'idéologie qui est en train de se greffer, et c'est pour ça que les Français sont perdus, c'est pour ça qu'il y a de la colère. L'idéologie, elle existe de part et d'autre, Daniel Cohen, c'est pas ça qui pose problème. Que les gens défendent au fond ce qu'ils ont gagné au cours de leur carrière et n'acceptent pas qu'on leur enlève au nom d'une idée de la justice très abstraite, ça me paraît dans l'ordre des choses. Mais encore une fois, on a galvaudé ce terme d'équité parce qu'on l'a utilisé comme une manière cachée de transformer les agents de la SNCF en rentiers. C'est normal que ça les énerve, de même que si on disait à un enseignant, au fond, tu es dans la fonction publique, tu es protégé, on ne peut pas te licencier, tu es un privilégié. Allons-y, ayons un débat sur la fonction publique, et on verra que dans tous les pays du monde, il y a une fonction publique qui bénéficie de ces garanties, que c'est pas par hasard et qu'il faudrait refaire tout ce match. Mais simplement entendre dire que c'est inéquitable parce qu'il y a une différence de statut, c'est juste insupportable pour les personnes concernées. Stéphane Robert. Pour autant, tous les ajustements techniques que vous proposez, tous les problèmes que vous pointez là, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que finalement, là aujourd'hui, le coup n'est pas parti? On revient à votre propre chronique. Je pense que si on a ce débat sur les 64 ans, c'est pour éviter de parler de tout ça, au fond. C'est pour ne pas remettre en question la construction générale qui a été proposée. S'il n'y avait pas ce faux nez, ce piège peut-être des 64 ans, je crois qu'on aurait peut-être vraiment une discussion sur le fond. Que cherche-t-on à faire? Quels sont les moyens rapportés à quelle fin? Au lieu de confondre les moyens et les fins au nom de l'idée que c'est équitable. Donc il faut faire ce process parce qu'il est simplement juste. Donc effectivement, je pense que le gouvernement peut-être a senti le risque d'un déplacement du terrain sur les fondements même de cette réforme. Et là, on est en train de parler des choses paramétriques sur lesquelles il peut céder. On va voir, parce que s'il cède sur les 64 ans, il aura cédé. Donc il aura perdu un des éléments, un des enjeux politique de cette réforme. Donc il faudra voir comment tout ça se stabilise. Je pense que le coup est parti, mais je le regrette profondément. Je vois un énorme gâchis dans cette réforme, une occasion ratée, y compris pour le gouvernement, le président de la République, de faire une réforme dont les gens puissent dire « Ah, c'est chouette, c'est bien, là on se sent rassuré, on se sent protégé, on met fin à 30 ans, 40 ans d'anxiété sur ce chapitre qui est celui des retraites. On clôt ce débat sur les retraites. En réalité, il l'ouvre, et je pense que ça n'est pas prêt de se refermer tout à fait. »
Toujours dans l'optique de défendre sa réforme, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'elle permettrait de réduire les inégalités entre les retraites des hommes et celles des femmes, avec des bonifications prévues, notamment par rapport au nombre d'enfants. Daniel Cohen, est-ce que ça, au moins, c'est pas une recherche d'équité, équité ayant un sens là très commun? Oui, il y a des aspects qui le corrigent. Là, les femmes doivent attendre 67 ans, en réalité souvent, quand elles n'ont pas des carrières pleines pour pouvoir encaisser les choses. Ça permettrait de revenir. Le premier enfant, bon, après, il faut voir dans le détail les pensions de renversion, etc. On joue avec beaucoup de choses et il faut voir dans le détail les situations personnelles des uns et des autres. Ça m'étonnerait que ça rende tout le monde plus gagnant dans cette histoire, mais effectivement, il y a de la redistribution qui est en train de se faire. Le fait de départ, en réalité, de ce régime qui prendrait non pas les 25 meilleures années de la vie, mais la totalité de la vie, intuitivement, c'est inégalitaire, parce qu'on voit bien que ceux qui ont des mauvaises années sont ceux qui sont les plus fragiles. Bon, et c'est sans doute le cas. Il va y avoir des perdants de ce côté-là, de ceux qui ont fait pendant 10 ans un passage à vide, n'ont pas bien cotisé, mal, ont dû prendre un petit boulot avant de rebondir, et on voit bien qu'il y aura des perdants ici, quoi qu'on dise. Donc le système n'améliorera pas la situation de tout le monde parmi les plus vulnérables. Mais à l'inverse, un des arguments qui se voit dans les données, c'est que le régime actuel favorise plutôt les carrières ascendantes, celles des cadres, parce que c'est eux qui démarrent bas relativement à leur point d'arrivée, et qu'en rendant tout plat et en restituant, bien sûr, la valeur moyenne du plan, en fait, on fait de la redistribution. On voit que ces débats sont très compliqués. Sans doute qu'en moyenne, ça crée de la redistribution entre les cadres et ceux qui vont avoir une carrière un peu uniforme, un peu au-dessus du SMIC tout au long de leur vie. Il n'empêche qu'il y aura des perdants parmi les plus vulnérables, ceux qui auront des passages à vide. C'est pour ça que ce débat en équité, ça supposerait qu'on ait une métrique moyenne qui agrégerait toutes ces inégalités de destin. Je n'y crois pas, il faut être attentif au cas particulier. Personnellement, au départ, moi, c'était ça qui me troublait le plus, le passage de 25 ans à toute la vie. Je voyais bien que c'était défavorable aux plus vulnérables. Peut-être que c'est favorable aux un peu moins que les plus vulnérables. Et là encore, il faut réfléchir à toutes les manières d'éviter que ce système ne les pénalise, les plus vulnérables. C'est pour ça que je reviens à mon système qui aurait fait du régime général un socle à partir duquel on aurait progressé, aurait été beaucoup plus rassurant que cette espèce de couperet en dessous de 1000. T'oublies tout était à 1000 et au-dessus, on reprend comme si on t'avait rien donné à 1000. Je trouve qu'il y avait là encore beaucoup mieux à faire que ce que le gouvernement propose. Alors, le dernier argument qui est invoqué par des gens qui sont encore plus soupçonneux que Stéphane Robert, c'est l'argument qui consiste à dire, bon, finalement, tout ceci est fait pour favoriser des retraites complémentaires et notamment les fonds de pension. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Cohen ? Encore une fois, il faut analyser par rapport au système actuel. Le système actuel, effectivement, monte plus haut dans les cotisations qui sont demandées aux très hauts revenus, relativement au nouveau système qui s'arrêterait à 120 000 euros par an. Je répète la même chose. Quand on regarde au niveau macroéconomique et en moyenne, a priori, cette mesure est redistributive parce que les très hauts revenus vivent plus longtemps que les bas revenus, donc ils cotisent à proportion de leurs revenus, mais vont encaisser plus longtemps que les autres. Donc, en mettant plus bas, oui, d'une certaine manière, ça crée plus d'égalité dans le système. Maintenant, à court terme, ça n'en créera pas. C'est l'inverse. On aura moins de cotisations venant des très hauts revenus, donc ça créera un déséquilibre entre les deux. Donc, il faut regarder dans le détail. Moi, je me méfie des raisonnements en généralité, parce qu'en généralité, là, ici, en l'occurrence, ça voudrait dire que le système deviendrait plus redistributeur, parce qu'on priverait les très hauts revenus du bénéfice d'un système, alors même que leur espérance de vie est plus longue. On les priverait de ce point de vue-là, mais peut-être qu'on les inciterait à investir dans des fonds de pension, bref. C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui que les très hauts revenus ne comptent pas sur la retraite du régime général ou des régimes complémentaires. Et il y a 1000 façons d'avoir une épargne, un patrimoine. Le patrimoine des très hauts revenus n'a pas cessé d'augmenter. En France aussi, il a été multiplié par 7 au cours des 30 dernières années. Donc de toute manière, le régime est déjà là. Mais c'est vrai que c'est choquant en un certain sens de sortir les très hauts revenus de ce régime universel, qu'on aurait pu faire un peu mieux que leur demander une petite cotisation. Bon, c'est un peu tout un autre débat. Je vois qu'il y a une accélération là du temps. Non, il n'y a pas d'accélération. Mais en tout cas, on voit bien que... les camarades... Les grandes
statistiques ne vont pas suffire à rendre sont droit à rentrés cette dans question. ce studio pour expliquer Oui, je me sens aux tout d'un auditeurs coup. quelle est l'accélération que vous percevez, mais nous avons tout à fait le temps de terminer là-dessus. Daniel Cohen, est-ce que dans ces conditions, il n'y aurait pas une volonté de faire entrer par exemple les classes moyennes, pas les hauts revenus qui sont donc les revenus supérieurs à 120 000 euros pour cette réforme? Est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté d'inciter ces ménages à avoir une retraite complémentaire avec peut-être un intérêt des fonds de pension, puisque ça a été lu, commenté, on a parlé de BlackRock, on a parlé d'un certain nombre de fonds de pension qui seraient aux aguets pour prendre une part de marché sur... Mais bien sûr, c'est sûr, c'est pour ça, c'est sûr, et bon, de là à dire que c'est pour ça qu'on l'a fait, il y a quand même... Sur le ton de l'émission. C'est sûr que quand on dit aux gens, vous pouviez cotiser jusqu'à 300 000, maintenant vous allez pouvoir cotiser jusqu'à 100 000, ceux qui étaient dans l'ancien régime entre 100 et 300, ils vont chercher des manières d'épargne complémentaires. Ça, ce ne sont pas les classes moyennes. Si vous augmentez... Mais là, on ne parle... Le changement de cotisation dans le secteur privé ne concerne que les revenus très hauts supérieurs à 100 000. revenus. Donc ceux-là, c'est sûr qu'ils ne se tournaient pas nécessairement vers les fonds de pension, comme vous dites, et qui vont le faire maintenant. Ça, c'est acquis. La question qui a choqué dans le débat, c'est que leur cotisation au-dessus de 100 000 va être 10 fois inférieure à celle des autres. Bon, parce qu'ils ne vont rien toucher, mais quand même, ils sortent de la contribution au système. Dans mon système, si je puis dire, où il y avait un socle universel payé à tout le monde, ils auraient continué de contribuer à ce système, et donc d'une certaine manière, on les aurait maintenus dans le financement de ce système général. C'est vrai que la logique du système par points individualise, et en individualisant, on autorise par la pensée des gens qui autrefois étaient dans le système à en sortir. Peut-être que c'est ça aussi une erreur politique, mais sur le fond, c'est surtout une erreur contributive qu'on peut encore corriger, je crois. Et si elle rajoute un aléa, est-ce que ça n'est pas aussi une manière d'inciter les ménages? Je parle de tous les ménages à avoir des retraites complémentaires. Mais la masse des retraites qui vont être dépensées est faite pour rester au chiffre de 14% du PIB. Donc on ne va pas moins dépenser dans les retraites que dans le nouveau. En tout cas, c'est l'argument. Sauf si le gouvernement veut en profiter pour faire passer de 14 à 11 ou 12. Là, en ce moment-là, oui. Mais c'est pour ça que moi, personnellement, je veux des garanties dans le pilotage de ce système pour être certain que le nouveau système ne dépassera pas moins et que s'il y a des manques à gagner, non pas parce que les dépenses augmentent, mais parce que les cotisations seraient plus faibles, la réponse du système endogène, comme c'est le cas avec Agir Carco, ce soit d'augmenter les cotisations si elles venaient à manquer, si c'est ça le problème qui se pose plutôt qu'une hausse des dépenses. Maintenant, une hausse des dépenses, on ne peut pas non plus l'exclure. Il va y avoir un vieillissement de la population qui va augmenter. Qui pourra vous dire ce que sera l'équilibre politique dans 20 ou 30 ans? Peut-être que les Français, au fond, voyant l'augmentation du nombre de vieux, auront envie de cotiser davantage plutôt que de subir la baisse implicite qui est écrite dans l'ancien système, pas nécessairement dans le nouveau. Tout ça pose encore une fois la question du pilotage de ce système. Une des erreurs qui s'ajoutent à l'idée que ce système était équitable en soi, c'était de dire que ce système serait autorégulé, que la valeur du point, de manière automatique, ferait toujours en sorte qu'il n'y ait jamais de déficit. C'est profondément faux. Il y a des aléas économiques, il y a des évolutions de la demande sociale. Ce système a besoin d'être piloté. On peut augmenter le point, on peut baisser les cotisations, les augmenter, changer l'âge, tout ça exige qu'il y ait toujours des gens qui veillent comme le lait sur le feu à l'évolution de ce système. Encore une fois, le gouvernement envoyait un très mauvais signal dans sa conception de piloter ce système relativement à Agir Carco, où c'était paritaire et où on savait où on allait. Daniel Cohen, économiste, merci de nous avoir donné votre éclairage sur cette réforme des retraites au cours de cette journée que France Culture consacre aux mouvements sociaux. Je vous présente le mouvement des chroniqueurs qui va suivre Aurélien Bélanger, Hervé Gardette, Mathilde Serrel. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hervé, de quoi allez-vous nous parler? On va changer de sujet, je vais vous parler de retraite. Mathilde Serrel. Je vais vous parler de paroles sociales. Et enfin, Aurélien Bélanger. J'ai profité de la grève pour commencer un nouveau roman.